1er avril 2026, nous sommes dans la 5e année et au 37e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous verrons d'importantes attaques contre des cibles russes et une attaque ukrainienne en colonne qui a échoué près de Pokrovsk. Et oui, vous avez bien entendu, ce n'était pas un poisson d'avril, une autre perte d'avion, et plus encore. Mais d'abord, une photo d'un spectateur. On m'a envoyé la photo d'un sac à dos avec un patch War and Tactic pendant une randonnée dans les Alpes. Merci. Je crois que ce patch est le patch War and Tactic le plus haut, par rapport au niveau de la mer qu'on m'ait jamais envoyé. Et le plus éloigné se trouvait quelque part vers le front en Ukraine. Merci en tout cas pour l'envoi. C'est toujours sympa de recevoir ce genre de choses, et bien sûr ça trouvera une place chez moi. Hier, nous avons regardé l'incendie qui continue toujours à Oust-Louga. C'est l'un des ports pétroliers et gaziers les plus importants de la Russie, sur la mer Baltique. Aucun terminal de chargement n'a été touché, mais des réservoirs de pétrole voisins l'ont été. Comme nous pouvons le voir sur la carte de Marine Traffic, de nombreux pétroliers se sont rassemblés dans le golfe de Pindern, car ils ne peuvent toujours pas accoster à Oust-Louga ou à Primorsk, les deux ports étant encore en feu. Et cela presque une semaine après la première attaque. Les attaques contre les ports continuent donc d'avoir des répercussions évidentes. La Russie a lancé près de 650 drones Shahed en environ 20 heures, un chiffre qui se démarque même dans cette guerre. De tels chiffres ne sont plus totalement nouveaux, mais avec une telle intensité et sur une telle durée, on voit clairement comment cette partie de la guerre continue d'évoluer. Les drones ne se sont pas concentrés sur un seul point, mais ont été dispersés dans tout le pays. Des villes occidentales comme Loutsk et Ivano-Frankivsk jusqu'aux zones cibles classiques comme Odessa, Dnipro et Krivini-Iri, que nous avons pu voir à plusieurs reprises sous des attaques de drones ces derniers temps. Le schéma est très clair, il ne s'agit même plus d'éliminer des cibles individuelles, mais de maintenir une pression constante, partout en même temps, aussi souvent et aussi massivement que possible. Ici, ce qui marque, ce n'est pas le drone en lui-même, mais la masse et surtout la durée. Parce que la masse, on connaît, c'est typique du côté russe. Là-bas, c'est souvent la quantité qui prime sur la qualité. Mais 20 heures, cela signifie en tout cas que ce n'était pas une courte vague d'attaque, mais un état continu. La défense aérienne n'est donc pas seulement dépassée, mais aussi mobilisée en permanence. Les systèmes surchauffent. Le personnel est sous pression constante, les décisions doivent être prises minute après minute. Et c'est là le véritable effet. Même si une grande partie des drones est interceptée, la simple quantité oblige le camp ukrainien à répartir ses ressources, à établir des priorités et à s'ajuster en permanence. C'est donc une guerre d'usure. Une pression aérienne qui n'a rien de spectaculaire, mais qui exerce une pression constante. Et maintenant, réfléchissez un instant. Il y a environ 3 ans, on voyait parfois 4, 5, peut-être 20 Shahed par jour. Mais si nous parlons maintenant de chiffres, ici avec 650 drones Shahed répartis sur 20 heures à travers tout le pays, ce n'est toujours pas ce qui sera atteint au final. Selon les Ukrainiens, donc selon la partie adverse, la Russie produit environ 550 drones Shahed par jour. Chaque jour. Mais ils n'en utilisent pas autant lors des attaques aériennes quotidiennes ou nocturnes, ce qui signifie qu'ils en auraient théoriquement encore en réserve. Et maintenant, imaginez-vous, la Russie continue quand même de renforcer ce secteur, cela ne s'est pas arrêté. Mais maintenant, imaginez-vous. Nous arriverons un jour au point où l'Ukraine recevra environ 650 drones chaque jour, 24 heures sur 24, et cela de façon continue. Qu'on ne parle plus d'une attaque qui a eu lieu la nuit ou d'une attaque pendant la journée, puis le lendemain une petite, ou peut-être rien du tout. Non, ici nous parlons d'une pression constante de plusieurs centaines de drones chaque jour, en continu, 24 heures sur 24, et cela pendant des semaines ou des mois. C'est une pression incroyable qui peut complètement submerger la défense aérienne ennemie et surtout forcer l'adversaire à dépenser d'énormes sommes d'argent. Et maintenant, ne parlons pas de l'Ukraine. Voyons la défense aérienne allemande. Elle est quasiment inexistante, même si l'Allemagne se réarme. On achète maintenant ce qui aurait déjà dû être acheté il y a 10 ans. Et surtout, on achète aussi ce qui pourrait éventuellement aider contre les drones, surtout contre ce genre d'attaque. Mais si l'on considère combien de villes il y a en Allemagne et combien peu de défense aérienne nous avons, je vois encore un très long chemin à parcourir. Avant de pouvoir dire que nous savons stopper ou repousser des attaques comme celles subies actuellement en Ukraine sur plusieurs semaines. Je nous vois encore plus loin du scénario auquel l'Ukraine devra probablement faire face dans un avenir proche, si la Russie parvient à augmenter encore davantage sa propre production de drones.
et que cela ne devienne plus une charge quotidienne ou horaire, mais peut-être une charge hebdomadaire. Après une attention médiatique considérable autour d'une attaque présumée ratée du 425e régiment d'assaut Skala, le commandement du régiment d'assaut Skala à Pokrovsk s'est désormais exprimé lui-même. Selon leur version, le 31 mars, une contre-attaque réussie aurait été menée contre un objectif tactique important dans la région de Pokrovsk, qui avait auparavant été occupée par l'ennemi. On a profité de la météo favorable, déployé les troupes en blindés protégés et sécurisé l'attaque grâce à des drones de reconnaissance, de l'artillerie et un char. Selon le régiment, bien que 4 de leurs propres véhicules blindés aient été touchés directement sur l'objectif de l'attaque par des drones russes, le groupe d'assaut a néanmoins pu débarquer, exécuter la mission et poursuivre le combat sur l'objectif. 2 morts sont mentionnés parmi leurs propres pertes. Cependant, les images disponibles soulèvent de quelques questions concernant cette version des faits. D'après les informations actuellement connues, la colonne ukrainienne s'est mise en mouvement tôt le matin du 31. Le 31 mars, profitant du brouillard, elle était partie de la région d'Andrivka, le long de l'ancienne E50, en direction de Pokrovsk. Pourquoi dans le brouillard ? Eh bien, la reconnaissance par drone souffre évidemment du brouillard et les attaques sont généralement plus limitées. Ont donc été utilisés un M1A1 Abrams, c'est-à-dire un char américain, un BMP-2, un M117, Guardian ainsi que 2 pick-ups. La colonne a d'abord parcouru plusieurs kilomètres sans pertes apparentes, mais elle a ensuite été stoppée à l'ouest de la zone industrielle, à la périphérie de Pokrovsk, donc à peu près ici, au niveau de l'épingle orange, au sud de Richno. Il semble qu'elle ait heurté un champ de mines posé par les Russes, apparemment installé par drone. À cela s'ajoutait un dégât routier existant depuis décembre, sous la forme d'une tranchée dynamitée que les pionniers ukrainiens avaient eux-mêmes creusée à l'origine pour bloquer les attaques russes. Cela signifie que c'était déjà connu. Ensuite, l'Abrams a perdu sa chenille après avoir heurté une mine et est tombé en panne. Le BMP-2 a perdu le contrôle, a glissé par-dessus la tranchée et s'est renversé sur le côté droit. Les autres véhicules ont dévié vers un chemin de campagne au sud de la route et, selon les Russes, ont été neutralisés là-bas par des drones. Ensuite, l'infanterie débarquée a également été prise pour cible par des attaques de drones. C'est précisément ici que réside le point crucial. La zone où la colonne a été neutralisée semble, d'après les cartes et les données géographiques disponibles, se situer bien avant les véritables positions russes. Il restait donc encore plusieurs kilomètres jusqu'à la zone urbaine de Pokrovsk ou jusqu'aux positions russes supposées. Ainsi, la version du régiment affirmant que les véhicules ont été touchés directement sur l'objectif de l'attaque semble pour le moins douteuse. Cela suggère plutôt que l'attaque s'est effondrée dès la phase d'approche et que les forces débarquées ont ensuite dû battre en retraite à pied ou, du moins, n'ont pas pu atteindre l'objectif réel avec toute leur efficacité. Le choix de l'itinéraire ainsi que la préparation de l'offensive semblent également problématiques. Faire avancer une colonne mécanisée sur un axe de progression connu, dans une zone surveillée par des drones, sans avoir préalablement dégagé efficacement la route des mines nouvellement posées, est extrêmement risqué et témoigne plutôt d'une négligence. Une opération mal préparée et probablement en partie improvisée. Récemment, il a été observé à plusieurs reprises, notamment du côté ukrainien, que les routes étaient systématiquement dégagées avant les attaques à l'aide de drones vampires ou vérifiées par d'autres moyens. Cela signifie qu'ils disposent des moyens nécessaires. Le fait que cela n'ait manifestement pas été fait, ou pas de manière suffisante, a probablement largement contribué à l'échec. Un dispositif de déminage aurait aussi été utile sur l'Abrams, mais en théorie, il n'est pas nécessaire lors de la préparation si la zone n'a pas été ou mal reconnue et si l'on pense qu'il n'y a pas de mine à cet endroit. Cet incident montre à nouveau un schéma que l'on a pu observer récemment, non seulement du côté ukrainien, mais surtout du côté russe. Les attaques mécanisées échouent de plus en plus, non seulement contre les positions principales ennemies, mais aussi dès l'approche, en raison des champs de mines, de la reconnaissance par drone et de la neutralisation précise de la colonne en terrain découvert. C'est exactement ce qui a été observé récemment lors des attaques russes dans la région de Chandri-Cholovel. Cette fois, il semble que ce soit le camp ukrainien qui en ait fait les frais. La vidéo complète de la destruction de la colonne ukrainienne est sur ma chaîne Telegram, où j'ai souvent lu ce genre de commentaires. Eh bien, la même chose est déjà arrivée 1000 fois aux Russes, alors ça peut aussi arriver aux Ukrainiens. Oui, c'est possible. Bien sûr, ce que nous voyons ici, j'aurais aussi pu dire que c'était une colonne russe et tout le monde l'aurait cru immédiatement, parce que nous y sommes tout simplement habitués. Et c'est peut-être vrai que cela arrive souvent aux Russes, mais ce n'est pas parce que cela arrive souvent aux Russes que cela devrait aussi arriver aux Ukrainiens.
Selon un rapport du Financial Times, Donald Trump aurait menacé les États européens de cesser les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le contexte est donc la demande que les pays européens participent à une coalition de sécurisation et à une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, Mark Rutte serait en contact étroit aux États-Unis, en contact étroit avec les gouvernements européens. Selon les informations disponibles, il aurait souligné que Washington remet en question non seulement un aspect, mais aussi l'ensemble du soutien à l'Ukraine. Mais ce que je remets en question, ce sont les livraisons américaines. Quelles livraisons souhaite-t-il arrêter en tant que soutien qu'il n'aurait pas déjà arrêté depuis longtemps ? C'est comme si je faisais du chantage à quelqu'un en menaçant de ne plus fournir un service que je n'ai jamais fourni de toute façon. Dans la ville occupée de Vassilivka, il y a eu une attaque de missiles ukrainiens. Apparemment, une installation d'approvisionnement en eau et un site d'une unité de drones russes ont été touchés. La vidéo disponible montre une scène assez inhabituelle. Sur un bâtiment civil, une unité mobile de défense aérienne russe est positionnée, censée surveiller l'espace aérien. Et oui, en effet, ils le surveillent aussi, sinon nous ne verrions pas la vidéo qui montre l'impact de la roquette dans la zone cible. Cela montre à quel point il est devenu difficile d'intercepter de telles attaques, ou bien cela peut tout aussi bien montrer que le caméraman était occupé à filmer au lieu de défendre. Lors de frappes rapides et ciblées, il reste très peu de temps pour réagir, même avec des systèmes déjà en place. Peut-être que son système, on ne sait pas ce qu'il possédait, mais peut-être qu'il n'était tout simplement pas suffisamment équipé pour intercepter cela. Nous savons qu'il s'agissait d'une attaque aérienne. Sur certains sites, on parle d'attaque de missiles, ce qui serait bien plus dur à intercepter. Donc ici, une attaque de missiles est aussi une attaque aérienne. Nous ignorons encore ce qui a frappé là-bas, ni si cela pouvait être intercepté. Cela reste néanmoins assez grotesque. En même temps, on remarque que la défense anti-aérienne du côté russe est à nouveau déployée dans une zone urbaine, ce qui, pour moi, est un signe clair que cela aurait probablement été plus dangereux que la roquette elle-même si elle avait commencé à tirer. Au-dessus de la Crimée, un avion de transport russe de type AN-26 a été perdu. D'ailleurs, le libellé et l'information proviennent directement de sources russes. Perdu signifie bien sûr écrasé ou abattu. Selon ces informations, il y avait environ 30 personnes à bord. Aucune confirmation officielle ni information précise sur les circonstances n'a été donnée. On ignore s'il s'agit d'une défaillance technique, d'un accident ou d'une intervention extérieure. La AN-26 sert généralement au transport de personnel, de matériel ou pour des liaisons logistiques entre sites. Une perte de ce type affecte donc moins la puissance de combat directe des forces aérospatiales russes, mais plutôt les opérations en coulisses qui rendent le fonctionnement possible. Dans la région autour de la Crimée, centre logistique clé pour la Russie, de tels incidents peuvent avoir des répercussions sensibles selon la fonction qu'assurait concrètement le vol. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et l'Algo Crew. Merci spécial au lieutenant-colonel Rennecke, Ziller Titrich, Ferli et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.